Hello, hello! J'étais un peu en retard. Je m'étais pas super bien installée et ma mère m'a appelé il y a 5 minutes pour me dire que elle elle arrive aujourd'hui avec Gilbert. Donc j'étais à la maison avec juste les filles depuis dimanche, fait que c'était vraiment relax. Quand t'as 4 enfants puis qu'on t'en enlève un, mon Dieu, on dirait que c'est plus d'ouvrage. Donc, je vais vous laisser le temps d'arriver. Ah, je suis un peu fébrile. Je voulais bien me préparer parce que là, c'est le retour. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de revenir à une routine, là. Je suis tellement contente. Fait que dites-moi allô, dites-moi comment ça va, partagez ma vidéo, faites des pouces, faites des cœurs parce que je suis vraiment contente d'être de retour avec vous puis de parler de nutrition. Cet été, là, j'ai tellement déconnecté de la nutrition qu'on dirait que je savais même plus quoi dire. Ah, c'était vraiment le temps que je vais en mettre là-dedans. Donc, allô, toutes les personnes qui sont déjà avec moi. Donc, je me présente. Je suis Sandra Griffin. Je suis nutritionniste. Donc, si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, que venez découvrir mon site web, je suis nutritionniste. Je suis aussi maman de 4 enfants et je travaille en ligne en donnant des conseils via des vidéos, des articles de blog, des stories sur les réseaux sociaux, j'ai aussi des vlogs, mais la façon de travailler avec moi, c'est via mes cours en ligne et des produits numériques. Fait que vous irez voir tout ça sur mon site internet si ça vous intéresse. Mais sinon, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouveautés que j'ai reçues. Au niveau des livres, donc moi j'ai cette chance-là de me faire envoyer des nouveautés par la poste, ok? J'étais supposée d'en avoir un autre, mais je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense que ben, elle se dit waouh, un beau livre de recettes, fait qu'on dirait qu'elle l'a gardé. Des fois, moi je reçois le courrier des autres, là, ça se peut. Mais là, j'en ai déjà à vous montrer. Il y en a un autre que j'ai acheté et aussi j'ai pris en note vos questions pour y répondre. Voilà, fait qu'on va commencer. Bonjour Catherine, bon matin. Je me suis fait un petit thé. Là, c'est la température parfaite. Il fait plus 35 degrés. Là, ce matin, il y a un beau soleil. Moi, c'est vraiment ce que j'adore comme température. OK, on commence. Donc, le premier livre que je vais vous parler, c'est un magnifique livre, La jungle alimentaire de Julie Desgroseilliers, qui est une de mes collègues nutritionnistes. Donc, c'est un livre que j'ai reçu, OK, en cadeau. Je veux que vous le sachiez. Mais sérieusement, je pense que je suis vraiment contente de l'avoir et je me l'aurais procuré parce que ça, c'est pas nécessairement un livre de recettes. Il y a quelques recettes, mais c'est vraiment un livre pour essayer de se faire une tête sur toutes les notions qui existent en nutrition par rapport au choix des aliments, les aliments qui sont transformés, comment qu'on peut faire un bon choix au rayon des céréales, au rayon du pain, les pâtes, c'est quoi toutes les nouveautés au niveau même des boissons végétales. Fait que moi, là, je reçois beaucoup de ce genre de questions-là. Comment choisir les bartendes du commerce? Est-ce que c'est vraiment grave si on choisit une boisson végétale aromatisée ou est-ce qu'il faut prendre la nature? Il y a des trucs aussi qui expliquent un peu le marketing qui se passe à l'épicerie, hein, comment ça se fait qu'on finit par sortir de l'épicerie avec plein de choses qui n'étaient pas sur notre liste. C'est non. Puis moi, là, je l'aime vraiment parce que, tu sais, moi, c'est sûr que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais quand même intéressée par la nutrition. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire ma profession. Mais je prenais des livres à la bibliothèque, puis c'était genre, tu sais, les fondations des maladies du cœur, puis ça l'expliquait des principes comme ça pour la nutrition. Mais ça, là, c'est tellement pratico-pratique, puis c'est vraiment beaucoup d'informations. Mais que que je le sais que vous allez aimer parce que c'est les genres de questions que vous posez. Et moi, c'est pas ma force, OK? Puis ça, vous le savez peut-être, parce que moi, j'en achète pas de bartende. Moi, là, je lis pas les étiquettes sur les biscuits puis tout ça parce que j'ai tendance à le faire maison. Ce qui est une super bonne chose. Julie, elle le dit aussi. C'est juste que des fois, on a à faire des choix de produits qui sont transformés. Puis moi, ce qui m'aide à faire les choix sans trop me poser des questions, c'est que je les ai, ces connaissances-là, ce qui est pas le... Tu sais, je veux dire, c'est ma profession, là. C'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, là, je vous le suggère vraiment, ce livre-là. Et de la version maison du produit transformé. Comme par exemple, le chapitre que ça l'explique, les craquelins, ça va vous donner des idées, ça va tout vous expliquer un peu le craquelin, les ingrédients, comment le choisir, mais ça va vous donner aussi une recette de craquelin maison. Fait que ça veut pas dire qu'on est
tout obligé de faire maison. Sauf que là, on a les informations, puis on peut choisir après ça qu'est-ce qu'on va faire. Puis il y a des annexes. Oh, sérieux, c'est tellement de travail, là, je vous le dis. Moi, c'est vraiment un complément à ma pratique parce que tu sais, c'est des affaires que moi, j'ai pas le temps de tout voir, qu'est-ce qui est nouveau. Puis, tu sais, l'épicerie, il y a tellement de nouveaux produits. Puis, justement, j'ai reçu une question, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a une question qui était... je trouvais ça vraiment drôle, la façon que c'était formulé. Quel pain choisir? Est-ce qu'on choisit du pain brun? Est-ce qu'on choisit multigrain? Puis là, elle a dit dans la définition, la maman, les grains séchés au soleil. Puis je trouvais ça vraiment drôle parce qu'effectivement, c'est le genre de tournure de phrase que prennent les fabricants pour nous dire que du top de la nature. Fait que là, j'ai mis un petit signet justement au chapitre sur le pain, puis c'était vraiment intéressant. Dans le fond, le pain, la première chose à faire, c'est de lire la liste des ingrédients. On veut un pain qui est à grains entiers. Donc, il faut que le premier ingrédient, ça soit une farine, soit farine de blé entier, farine intégrale, farine multigrain à grains entiers. Ça veut dire que oui, il y a un autre ajout de farine à l'intérieur, mais ça, à la base, c'est une farine blanche. Fait que c'est vraiment intéressant, puis ça parle aussi des bagels, puis comme je vous dis, il y a aussi des recettes pour aller avec ce chapitre-là. Ça dit aussi que les grains germés, c'est intéressant. Moi, j'adore le pain aux grains germés, première moisson, que j'ai jamais vraiment lu la liste d'ingrédients d'ailleurs, mais je suis convaincue que c'est quand même un bon choix. Fait que voilà, fait que pour le pain, on lit la liste des ingrédients. On veut que les 2 tranches apportent moins de 20% de sel. Je l'ai lu là-dedans parce que puis que ça ait au moins 2 grammes de fibres. Je sais pas si c'est ça qu'elle disait. J'ai pas le temps. 2 ou 3 grammes de fibres au moins pour les 2 tranches, mais on est capable d'avoir des 2 grammes de fibres par tranche, ça c'est certain. Fait que ça, je vous le recommande vraiment. Un super beau livre. Une base là, pour tout savoir là, sur l'alimentation. Ah, merci Jocelyne, elle dit que j'ai des beaux cheveux, mais c'est parce que là, tu sais, vous savez qu'ils sont frisés maintenant, là, en dessous, pour vrai. Fait que là, il faut que je les aplatisse. Fait que là, vu que c'est sec, c'est correct, là, je pouvais m'en sortir. Fait que merci, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, je veux encore vous parler de Julie Desgroseilliers. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Pas ma liseuse. Ça, je vais vous en parler dans mes vlogs parce que, mon Dieu, l'achat de l'année, c'est ma liseuse. Lire à la plage avec ça, c'est extraordinaire. C'est pas une blague, j'ai lu 20 romans cet été. Bon. Et Julie, elle a fait aussi un e-book, donc un livre numérique sur la PVT, la protéine végétale texturisée. J'allais dire hydrolysée, c'est pas ça. Le titre du livre là, numérique, ça s'appelle « Le bonheur est dans la PVT ». Le titre, Sandra, de ce livre-là, alimentaire. Comment s'y retrouver? C'est de Julie Desgroseilliers, les deux, OK? Lui, je l'ai reçu, lui, je l'ai acheté, le livre numérique, et c'est vraiment un livre numérique complet sur la protéine végétale texturisée que moi, là, je sais que ça existe, là, mais je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment l'acheter, je sais pas comment l'utiliser. Fait que là-dedans, là, il y a des recettes de repas, de collations, et il y a même des informations justement sur comment la choisir. Puis c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, je savais qu'il y en avait chez Bulk Barn, mais il y en a aussi des magasins naturels, hein, parce que, tu sais, la protéine végétale texturisée, c'est à base de soya, puis on se dit, on va aller au magasin naturel, mais le paquet, là, chez Avril, là, il est plus cher que de la viande hachée, alors que chez Bulk Barn, tu sais, je voyais pour le 100 grammes, là, chez Avril, c'était genre 2,40 pour le 100 grammes, puis chez Bulk Barn, c'était 60 sous le 100 grammes. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir cette information-là. Fait que si manger plus végé, ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas tant tofu, ou tu sais, que vous voulez faire de la variété, ou les légumineuses et tout ça, ben la protéine végétale texturisée, on dit que j'ai de la misère, c'est vraiment à essayer. Je ne l'ai pas essayé. Moi, j'ai acheté le livre, OK? Mais je vous le jure que je vais l'essayer. Puis regardez ça. Là, c'est sûr, c'est en noir et blanc. Moi, je l'ai mis sur une liseuse, mais on peut lire ça sur l'iPad, on peut lire ça sur un ordinateur, bien entendu. Mais là, moi, je l'ai mis sur ma liseuse parce que j'aime tout avoir là-dedans. Mon Dieu, j'aime tellement ma liseuse. Fait que vous voyez, ça, c'est un chili. Je vous le jure que j'essaye ça. Laissez-moi le temps d'en acheter, puis je vais essayer peut-être même de le cuisiner en direct le samedi matin avec les enfants. Mais le bonheur est dans la PVT. Je vous le suggère, si la PVT vous intéresse, c'est comme...
c'est une base. Je vais vous mettre le lien pour ce livre numérique-là. Et aussi, j'ai une autre collègue qui avait fait un dossier complet sur la protéine végétale texturisée en ligne. Je vais vous le mettre aussi, le lien, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, voilà. Fait que Julie, bravo, mon Dieu, tu as vraiment bien travaillé dans la dernière année parce que c'est vraiment des beaux gros ouvrages. Donc, OK, un autre livre que j'ai reçu, c'est de tous les jours et c'est de Alexandra Leduc qui est et je trouve ça vraiment le fun, ce livre-là, parce que ça me rappelle vraiment beaucoup le principe des repas au centre de la table. Hey, attendez, je veux juste dire les maisons d'édition, parce que c'est les maisons d'édition qui m'envoient les livres. Ça ici, c'est aux éditions de La Presse, OK? Et celui-là ici, c'est Modus Vivendi. Donc ça, c'est le groupe Modus. Fait que je trouvais vraiment ce livre-là, le principe des recettes, vraiment bien parce que ça me rappelle effectivement les repas au centre de la table. Fait que je vous montre un peu ça ressemble de quoi. Donc ça, c'est un genre de repas italien où est-ce que tout le monde choisit son repas. Et il y a plusieurs principes dans le fond des catégories de repas. Un, c'est lui qu'on met tout au centre de la table puis que tout le monde va faire un peu son assiette, un peu le principe des tacos. Ou un autre, c'est une recette de base comme la pizza ou les omelettes que chacun va choisir sa garniture avant de la faire cuire. Fait qu'il y a quand même vraiment beaucoup de super bonnes idées. Les photos et le graphiste sont magnifiques. Comme ça ici, ah ça c'est le bas. Attendez, je vais vous montrer là, les trucs indiens. Là. Vous allez voir, ça ressemble vraiment à mes repas au centre de la table, mais avec des... je fais des recettes, puis... regardez, je fais des recettes, mais je les invente pas. J'aimerais bien ça. Moi, là, si je pouvais inventer des recettes. Fait que vous voyez, là, le principe du repas indien. Fait que, puis le graphisme, il est vraiment, vraiment beau. Aussi, il y a des informations sur l'alimentation des enfants. Par contre, j'ai un petit bémol là-dessus. Tous les principes sur l'alimentation des enfants qui sont dits dans ce livre-là sont bons, OK? C'est vraiment, on laisse l'enfant choisir, il y a un horaire des repas, des collations, on lui prépare des repas, on prépare des repas qui sont variés, qui sont complets, on présente la variété et tout ça. Par contre, puis ça, c'est ce que je travaille vraiment beaucoup dans mon cours sur l'alimentation des enfants, c'est qu'il faut laisser le contrôle de la quantité aux enfants une fois qu'on a préparé le repas. Et à la lecture des principes, c'est qu'il y a une petite impression de contrôle, OK? Si, mettons, on met le pain sur la table, ben, on dit c'est une portion. Mais c'est pas vrai, OK? Si on choisit qu'il y a du pain avec le repas, l'enfant peut manger juste du pain, OK? Fait que c'est un petit peu différent, mais en fait, les informations qu'il y a là-dedans par rapport à l'alimentation des enfants, comme je vous dis, sont bonnes, mais c'est présenté un peu comme on a tendance à faire d'habitude, OK? Donc, avec un certain contrôle, demander à goûter et tout ça. Alors que quand on a vraiment la misère avec l'alimentation des enfants, il faut complètement enlever toute la notion de contrôle. Donc, demander à goûter, c'est une pression qui est positive, là, mais c'est une pression quand même. Fait que c'est ça, moi, que je travaille avec les mamans sur l'alimentation des enfants. Donc, il faut vraiment enlever tout le contrôle. Fait que ça, c'est un petit bémol, par exemple, parce que les recettes, puis tout ça, les idées de repas, là, je trouve le livre est vraiment bien. Comme par exemple, on parle aussi d'ajuster la collation pour pas que ça nuise au repas, alors que la collation, elle devrait vraiment être libre au niveau de la quantité selon l'appétit de l'enfant. Donc, c'est pas nous qui avons le contrôle sur la quantité. Fait que c'est des petites choses comme ça, c'est mon petit bémol, mais je trouve vraiment que c'est un beau petit livre. Puis en plus, c'est le groupe Modus, à toutes les fois qu'ils m'envoient un livre de recettes, qui pense à mes enfants. Fait qu'ils m'ont envoyé des bandes dessinées puis des livres pour enfants. Puis ça, je trouve ça vraiment gentil. Parce que nous, on aime beaucoup lire à la maison. Et au printemps, pendant la pandémie, il m'avait envoyé ce livre-là, qui est fait par une autre de mes collègues, Jessica Langlois. Puis j'avais vu un reportage sur ce livre-là aussi à l'émission L'épicerie. Puis je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un principe de préparation des repas que vous pouvez vraiment aimer, OK?
J'aurais voulu vous en parler plus pendant, mais comme je vous dis, je l'ai reçu pendant la pandémie, puis sérieux, là, avec le confinement, là, j'étais de la misère à m'enligner, là, sur des affaires, c'était vraiment difficile, la gestion de mon travail, mais là, j'ai repensé à ce livre-là, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement ça qu'il faut que je fasse. C'est que Jessica, elle, là, elle planifiait ça. Ça a l'air d'être une fille vraiment organisée. Puis elle planifiait ses menus, mais il y avait comme quelque chose qui ne fitait pas avec la façon qu'elle planifiait. Tu sais, mettons, le lundi, on va manger de la lasagne, mardi, on va manger du saumon, mardi. Ça y tentait comme plus. À un moment donné, à partir du mercredi, ça y tentait plus. Puis elle se dit, non, moi, il faut que j'aille tout à portée de main pour être capable de me faire des repas qui sont rapides. Fait qu'elle a comme fait une technique qui est le food prep, qui est dans le fond, elle se prépare plein d'ingrédients à portée de main pour être capable de mettre en place des repas rapides. Puis un exemple, c'est qu'elle va acheter les légumes de saison, ce qui est le moment de faire, et elle va les congeler sur une plaque, par exemple, le poivron. Les poivrons, là, actuellement, on peut acheter des boîtes de poivrons rouges. Ça coûte genre 10 peut-être 12 14 peut-être que les prix, ça a augmenté, mais d'habitude, à 10 on est capable d'avoir une boîte de poivrons. On les lave, on les coupe tout en cubes et on les fait congeler sur une plaque. Puis une fois qu'ils sont bien congelés, on va les mettre dans un sac. Je vais vous montrer un peu. OK, regardez, vous voyez? On les met dans des sacs comme ça. Puis elle, là, dans le reportage que j'avais vu à l'épicerie, c'est qu'elle avait un congélateur tiroir en dessous, moi, ce que j'ai pas. Fait que là, elle regardait ses ingrédients comme un classeur. Ah, j'ai besoin d'oignons. Fait que là, elle sortait son sac d'oignons qui était tout coupé en cubes, congelé. Fait que là, elle prenait, mettons, une tasse d'oignons, elle le mettait dans son poêlon, puis elle remettait son sac au congélateur. Puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, quand on veut faire un sauté, là, ça, c'est comme parfait. Tu sais, une fois, tu as coupé tous les ingrédients, puis là, ils sont dans ton congélateur, puis ils sont congelés. Fait que je trouvais vraiment que c'était une super bonne technique. Et fait que dans ce livre-là, elle explique vraiment tout comment faire la congélation et tout ça. Et il y a des recettes aussi pour utiliser. Puis vous voyez, il y a un petit pictogramme à côté des ingrédients pour les ingrédients qu'elle va mettre congelés. Fait que, comme par exemple, dans cette recette-là, les pois sont congelés, les poivrons sont congelés, l'oignon est congelé. Et la viande hachée, elle est cuite, hein? Elle est comme nature, mais cuite. Fait que là, elle a juste à mettre ensemble puis à faire sauter dans la poêle. Fait que c'est vraiment des assaisonnements. Fait que ça, je pense que c'est une technique là, de planification des repas qui peut être vraiment efficace. Fait qu'il n'y a rien de prêt, mais on a plein d'ingrédients qu'on a achetés de saison, qu'on peut mettre ensemble vraiment rapidement. Fait que je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était quand même une super technique. Puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que je le fais, puis je vais faire des stories de ça cet automne. C'est que moi, là, au cultivateur Saint-Constant, où est-ce que j'achète mes fruits et légumes, là, à l'automne, il y a des grosses poches d'oignons, OK? Mais ça coûte 3 3 la grosse poche d'oignons. Alors que c'est 3 le petit sac en plein hiver. Fait que je vais faire ça. Je vais acheter la grosse poche d'oignon. Mais tu sais, la grosse poche d'oignon, il faut que tu la mettes à quelque part. Et deux, ben à un moment donné, il y en a qui pourrissent là-dedans ou qu'il y a comme une tige qui sort puis ils sont plus bien bons. Fait que je vais toutes les congeler. Fait que je vais avoir de l'oignon toute l'année dans mon congélateur. Ça va être vraiment super. Les poivrons, je le faisais déjà. Je pense que je vais faire les courgettes aussi. En tout cas, je vais utiliser quelques petites techniques comme ça. Bien sûr, j'aurais pu faire ça avec les bleuets, les fraises, les framboises, mais j'étais pas là, fait que je l'ai pas fait. Fait que voilà pour les nouveautés. Maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Oui, le contrôle, c'est difficile. Mais en fait, c'est de laisser le contrôle aux enfants qui est difficile. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est ça qui est difficile. C'est pas de les contrôler, c'est de leur laisser ce contrôle-là. Bon, puis en plus, les questions que vous m'avez posées, ben ça a rapport avec ça. Donc, un enfant, là, ça se peut que vous m'avez déjà entendu répondre à ça, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, puis c'est correct, OK? Moi, c'est exactement ça que je veux travailler avec vous, OK? Je veux répondre à vos questions. Je veux pas vous donner des informations que ça vous intéresse pas. Fait qu'effectivement, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai dit dans les dernières années et que je travaille en profondeur dans certains de mes cours, notamment celui sur l'alimentation des enfants, qui va revenir. Hein, il est venu en juin, mais il va revenir à la fin octobre, qui va arriver quand même pas mal vite. Donc, un enfant de 2 ans et demi qui mange pas beaucoup au souper, mais il veut son dessert et il demande plus tard pour une collation. Fait que comment on réagit? Mais premièrement, l'horaire des repas doit être décidé par le parent et normalement, il faut que ça soit connu à l'avance parce que
ben là, c'est sûr qu'il y a juste 2 ans et demi, mais c'est important que l'enfant ait un cadre alimentaire qui est sécurisant. Il faut qu'il sache qu'il se lève, il y a un déjeuner, puis là, après ça, il y a une collation. On peut même le faire avec des pictogrammes, OK? Lever, déjeuner, jeu, collation, jeu, ben dehors, mettons. Collation, OK? Pour que l'enfant sache où est-ce qu'il est rendu au niveau des repas. La collation de soirée, ça dépend de l'heure que se couche votre enfant. Si vous soupez vers 5 heures et que vous vous couchez vers 7h30, 8 heures, oui, il y a tout à fait une place pour la collation. Mais si vous mangez à 6h30 puis le dodo est à 7h15, je vois pas comment ça peut être possible. Mais à 7h30, mettons, ben, il n'y a pas de place pour la collation, OK? Il n'y en a juste pas, je veux dire, on vient de souper, là, on n'a comme pas le temps non plus de se remettre à la table et tout ça. Fait que ça, je vous laisse évaluer s'il y a de la place pour avoir une collation de soirée ou non. Moi, personnellement, habituellement, il n'y en a pas, sauf les soirées spéciales, c'est-à-dire qu'on se couche plus tard parce qu'on écoute un film ou parce qu'il y a du monde et tout ça. Là, les enfants, ils viennent à avoir faim vers 8 heures, puis c'est correct, on prend une collation, puis c'est bien correct, OK? Donc, voilà, fait que je vous laisse décider s'il y a une collation de soirée ou non. Mais oui, s'il ne mange pas beaucoup, bien sûr qu'il a droit à son dessert. Le dessert, il n'y a pas à être gagné. Il peut même être présenté en même temps. OK? Par exemple, si vous dites, ben là, j'ai un ananas à passer, fait que c'est ça le dessert ce soir, mais on peut dire, ben le dessert, c'est des ananas, puis regarde, je le mets déjà là, fait que tu peux commencer par ça si tu veux, mais après ça, il n'y en a plus. OK? Fait que le dessert, il n'y a pas à être gagné. Moi, je ne gère pas le dessert en même temps parce que c'est pas tant quelque chose qui... Tu sais, les enfants, ils aiment bien ça savoir c'est quoi le dessert, mais tu sais, une fois que je leur ai dit, c'est correct, là. Ils comprennent, puis ils font pas juste, ben j'ai plus faim, je veux du dessert, là. Ils finissent de manger selon ce que ça leur tente, leur appétit, puis après ça, ils vont manger le dessert ou non, parce que ça se peut des fois que ça leur tente pas puis qu'ils ont plus faim, pour vrai. OK? Donc, voilà. Et c'est sûr que, là, tantôt, je disais contrôler la portion, mais selon les principes, c'est sûr que les enfants, naturellement, ils ont une dent naturellement plus sucrée. OK? C'est un goût qu'on développe plus. Fait que si on leur laisse la possibilité de manger toute l'ananas au complet, ils vont peut-être le faire. Ce que je serais capable de faire. OK? Fait que si on offre en même temps, ben on peut déjà faire le petit bol, puis après ça, il n'y en a plus, il n'y en a plus. OK? Donc voilà, j'ai une question à peu près où... OK, qu'est-ce qu'on fait quand notre bébé de 2 ans, il veut pas manger son repas? Bien, premièrement, le repas, surtout si votre enfant, des fois, il refuse complètement, ça serait bien de revoir un peu le type de repas que vous offrez. Par exemple, si c'est là, vous avez vu tantôt, je vous ai montré la recette de riz à l'espagnol. Bien, c'est sûr que si lui, là, il regarde le riz à l'espagnol, c'est nouveau, il n'a jamais mangé ça, tout est là-dedans. Hein? Il y a le riz, il y a la viande, il y a les légumes, c'est tout mélangé. Ça se peut qu'il ne soit pas tant à l'aise. Fait que s'il ne veut pas manger ça, il n'y a pas vraiment d'autres options. Alors que si on fait un repas plus, il y a du filet de porc, il y a des pommes de terre, des légumes sautés, il y a des crudités, ben là, il pourrait dire, OK, là, les légumes, ils me disent rien, mais le porc, je l'ai déjà vu, ça, je le sais que j'aime ça, fait qu'il pourrait manger le porc. Fait que c'est plus facile des fois quand le repas est comme un peu en pièces détachées pour l'enfant d'avoir au moins quelque chose dans le repas qu'il connaît puis qu'il apprécie et qu'il va manger. Mais si ça donne que c'était un repas tout en un puis qu'il veut absolument rien savoir, ben vous pouvez comme toujours prendre l'habitude d'offrir des crudités avec ça, puis ça se pourrait que ce repas-là, il mange juste qu'est-ce qu'il connaît, c'est-à-dire les crudités. En tout cas, moi, c'est le cas des fois chez nous quand les enfants sont pas trop sûrs de ma nouvelle recette. Il va recevoir son dessert en fin de repas qui était prévu. Fait que là, c'était l'ananas. Fait que oui, il n'a rien mangé. Fait que tous les parents, on a envie de leur donner du yogourt, hein, parce qu'ils n'ont rien mangé. Puis que le yogourt, c'était l'ananas qui était prévu. Vous allez lui donner sa portion d'ananas. Et ben, il remangera à la prochaine fois, qui est à dire la collation. C'est pour ça qu'avoir un horaire de repas, c'est sécurisant pour l'enfant. Il sait qu'il ne passera pas 4 jours sans manger. Ou qui ne se fera pas offrir ce repas-là qui est vraiment pas sûr 2 heures plus tard, OK? C'est pas juste, c'est pas de l'entêtement et tout ça, là. Tu sais, pour nous, c'est un bon repas qu'on a cuisiné, mais pour lui, là, ça peut être beaucoup trop de nouveautés, beaucoup trop d'affaires en même temps. Ça peut être vraiment plein de choses. Fait qu'il faut comprendre ça. C'est pas tant
non, j'aime pas ça, non, 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 c'est vraiment, ça peut vraiment être plus, je suis pas à l'aise avec ça. Un peu comme nous, on n'est pas tant à l'aise à manger des insectes, ok? Je sais que c'est pas ça, mais c'est parce que nous, on mange une plus grande variété d'aliments. Fait que c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment l'enfant ne pas se sentir tant à l'aise que ça avec des repas, surtout quand c'est des nouveautés. Donc, on n'oblige pas à manger, bien entendu. On force pas. On ne compense pas avec le dessert. On accepte qu'il mange moins à ce repas-là. C'est pas un repas qui va nuire à sa croissance. Si c'est vraiment un problème, bien entendu, on s'assure de faire évaluer ça par une nutritionniste. Est-ce que c'est vrai que l'allergie au soya est rare? Oui, OK. L'allergie au soya, IgE médié, là, vraiment l'allergie comme aux arachides et tout ça, c'est 0,1% des Canadiens. Fait que ça, je vais vous mettre l'information de Allergie Québec dans les commentaires parce que j'aime ça que vous ayez des sources fiables là, sur des choses comme ça, l'allergie. Et c'est souvent une allergie qui part en vieillissant. Donc oui, c'est quand même rare. Par contre, l'allergie non IgE médiée, comme le CEPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, le soya est un des grands responsables de ça. Fait que là, je ne savais pas la question, elle se situait à quel type d'allergie, IgE médié, non IgE médié. Si c'est une d'éviction, ça arrive quand même souvent que la maman doit arrêter le lait et le soya, mais on n'arrête pas le soya pour rien si l'enfant, le bébé ne réagit pas via le lait, OK? Donc, on n'enlève pas pour rien. Mais si le bébé il réagit aussi quand la maman consomme du soya, bien, on ne consomme pas, OK? Fait que j'espère que ça répond à la question. Si le bébé, bon, on a le contraire. Puis c'est intéressant, écoutez, là, si le bébé de 8 mois, il n'y a pas de fond, OK? Il mange. C'est quand comment, je vais prendre les mots exacts, là. Comment évoluer si elle a assez mangé, OK? Puis, ce qui est intéressant, c'est que les deux autres questions qui étaient comme le contraire, c'était 2 ans. Bien, c'est comme ça, un bébé, OK? Quand ils viennent de découvrir les aliments, bien, souvent, ils sont curieux, puis ils aiment manger, puis tout ça. Pas toutes, là, OK? Mais c'est une grande tendance. Puis là, vers 18 mois, 2 ans, mais des fois, c'est 18 mois, vous me comprenez. Là, tout ce qu'ils aimaient, ils n'aiment plus ça, puis ils veulent plus manger comme avant, puis on leur offre les aliments qu'ils connaissaient puis qu'ils aimaient, puis ils veulent plus rien savoir. Ça, c'est parce que vers 18 mois, 2 ans, ils débutent la période qu'on appelle la néophobie alimentaire. Donc, la peur de la nouveauté, ou plutôt l'inconfort face à la nouveauté, ils sont pas sûrs et tout ça. Mais là, on a notre bébé de 8 mois qui n'a pas de fond. Là, avant là, de dire « Ah oui, il faut arrêter parce qu'il n'y a pas de quantité. Les quantités sont décidées par l'enfant. » On peut se poser des questions. À 8 mois, un bébé, ça boit encore beaucoup de lait. Tranquillement, le lait va commencer à diminuer après 9 mois. Mais de 6 à 8 mois, il devrait boire pratiquement autant que quand il ne mangeait pas. Fait qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a diminué ses apports de lait volontairement? Si oui, ben on retourne à ça. On met le lait encore de l'avant. C'est encore important à 8 mois. Après ça, les repas, ça a l'air de quoi? OK? On sait qu'il faut qu'il y ait une source de fer à chaque repas. Mais est-ce qu'on a tendance à donner vraiment beaucoup de fruits et des légumes? C'est pas très soutenant, ça. OK? Fait qu'à 8 mois, les repas de bébé peuvent commencer à ressembler à des vrais repas. Une source de protéines riches en fer, une source de glucides, donc des féculents. On peut commencer à avoir différentes textures si le bébé est en purée, avec des légumes, des fruits. Fait que si le repas est un peu plus complet, ça va aider le bébé à être rassasié de ça. Mais sinon, si le bébé il mange quand même des repas complets puis il boit bien son lait, bien on le laisse faire, OK? Parce que le bébé est en contrôle de sa quantité dès qu'il naît. Lui, là, il boit son lait, là. Dès que c'est l'allaitement ou que c'est le biberon, les quantités, c'est pas nous qui décidons. Bébé, puis lui, il prend qu'est-ce qu'il a besoin, OK? Donc ça, c'est vraiment important de continuer puis de respecter ça, puis ça va être la même chose quand il va manger encore plus, puis quand il va avoir 2 ans et tout ça. La seule chose, c'est que, tu sais, moi, ce que je suggère dès l'introduction des solides, c'est de partager le repas, c'est de vous asseoir puis d'essayer de manger en même temps. Fait que même si votre bébé semble plus avoir de fond, quand ça fait 45 minutes, 1 heure que vous êtes assis là, puis vous mangez, puis vous vous regardez, puis ça, vous pouvez décider que là, c'est assez, parce que de toute façon, il va avoir des boires dans l'après-midi, puis il va avoir un autre repas dans la journée, OK? Fait que vous n'êtes pas obligé pendant 2 heures, parce que là, s'il mange pendant 2 heures, pendant 3 fois par jour, bien, ça fait comme 6 heures de temps à la table. C'est correct. En tout cas, moi, c'est pas l'horaire que je peux me permettre avec un bébé, mais on laisse un bon 30
35 minutes là, à la table là, quand même, pour que tout le monde ait le temps de manger. Là, je parle du bébé. Vos soupers, c'est probablement plus rapide que ça, mais tu sais, on peut se viser une demi-heure au moins, là, assis à la table, à relaxer, à se parler. Pour tous, ça va vous faire du bien. Donc, j'avais une question aussi pour un bébé de 5 mois et 1 semaine qui a débuté les purées. Combien de repas par jour? Bien, 5 mois et 1 semaine, c'est jeune encore. Bien sûr, si on commence avant 6 mois, il faut y aller avec des purées, mais il ne faut pas se mettre de pression des repas, là. Le bébé, il est tout petit, OK? Fait que ça peut être 1 fois par jour, comme le moment que ça te tente le plus. Ça peut être 2 fois par jour. Puis même à 6 mois, ça peut être comme ça. Moi, c'est sûr que j'avais beaucoup d'enfants. Fait que moi, quand je m'assoyais pour manger, tout le monde mangeait. Fait que dès 6 mois, mon bébé mangeait, ben, se voyait offrir 3 repas par jour. Mais si c'est ton premier bébé, non, ben, en fait, c'est pas son premier bébé parce que la fille a dit je m'en rappelle plus. Fait que je sais qu'elle est déjà passée par une introduction des solides, mais mets-toi pas de pression. Le bébé plus petit, là, c'est comme si ça donne. Puis, tu sais, ça se pourrait que, là, vu que tu t'assois avec l'autre enfant, tu le fais manger, mais que ton bébé dort, tu la laisses dormir. Fait que 1, 2 fois par jour, 3 fois, il y a pas, c'est pas grave. Voilà, fait, je vais répondre aussi à vos questions ici. As-tu des trucs pour les personnes qui n'ont pas des gros congélateurs? Ouais. Ben, il faut que tu sois la reine du Tetris. Fait qu'essaye d'optimiser toutes l'espace, ce qui est pas mon fort. Moi, j'aime mieux avoir grand puis d'avoir des trous parce que je suis vraiment pas je suis vraiment pas bonne là-dedans. Vraiment pas. Avec les techniques de congélation à plat comme ça, puis j'avais vu Ricardo le faire aussi, c'est que tu fais congeler la sauce à spaghetti au lieu de mettre dans des pots de yogourt comme moi je fais, il fait à plat dans des sacs Ziploc, puis après ça, il corde un par-dessus l'autre dans le congélateur. Fait que ça pourrait être bien. Mais sinon, c'est sûr que toi, tu pourras pas te permettre de faire plein de pain, de les congeler, de congeler 15 livres de tomates. À l'automne, tu n'auras pas de place pour ça. Fait que essaye de voir qu'est-ce qui est vraiment important que tu gardes là, en tout temps dans ton congélateur. Puis si, tu sais, moi, avant d'en avoir un gros, j'en avais un tout seul, là, mais un petit, un cube dans le fond, là. Puis ça, c'était pas pire. J'étais quand même capable de l'optimiser. Fait qu'essaie de t'es pas capable avec juste le petit congélateur de ton frigo, de voir si tu peux pas avoir le plus petit format de congélateur pour vraiment bien gérer ton stock, là. OK, Catherine, elle me demande à quel âge qu'on commence à mettre en pratique les trucs de la formation sur l'alimentation des enfants. Bien, en fait, le principe de base, OK, c'est que l'enfant contrôle la quantité, puis ça, c'est dès la naissance. Mais là, ça n'a pas de rapport avec l'horaire des collations et tout ça. Mais au niveau de lui laisser le contrôle, mettez-vous ça dans la tête dès que vous accouchez, OK? Au niveau du lait, le bébé il est en contrôle de la quantité. Mais sinon, l'horaire des repas, le choix du repas, impliquer son enfant dans l'alimentation, bien, c'est sûr que 13 mois, on peut déjà faire ça, là, hein? Vous savez, à 13 mois, le bébé peut avoir un banc, commencer à couper les aliments, ça l'aide à découvrir puis à apprivoiser, enclin à goûter. On peut commencer à mettre le repas au centre de la table aussi, malgré que le centre de la table, là, c'est une façon de mettre en pratique, OK? C'est pas obligatoire de faire ça, mais c'est une façon de le mettre en pratique pour que l'enfant voit l'ensemble du repas et qu'il puisse dire « Ah, je veux plus de riz » ou « Je voudrais plus de cette chose-là » et tout ça. Même s'il ne fait pas son assiette lui-même, bien, on peut comme la faire devant lui. Fait que oui, il n'est pas trop... C'est ça. Mais à 13 mois, puis c'est bon signe parce qu'il y a moins la néophobie, là, elle n'a pas encore vraiment commencé. OK, Catherine a dit, j'ai tendance à pas vraiment proposer de dessert. Est-ce que c'est un problème parce qu'eux, ils n'en mangent pas? Non, c'est pas un problème, OK? On n'est pas obligé d'avoir un dessert. Par contre, peut-être qu'il faut juste revoir le nom, OK, du dessert parce que ça pourrait très bien être un fruit et le voir plus comme un complément au repas.
Et des fois, ça fait du bien en fin de repas, OK? D'aller vers quelque chose qui est frais, qui est un petit peu plus sucré. Puis aussi, quelque chose que tu peux probablement pas comparer à toi, c'est que contrairement à toi, OK, je parle en général là, avec les mamans avec qui je travaille, les parents avec qui je travaille, c'est que souvent les adultes, quand on arrête de manger, c'est parce qu'on a un peu trop mangé. On a vraiment plus faim, OK? Mais notre plus faim, là, habitué de manger des plus grosses portions, là, des fois, il est comme, j'ai vraiment plus faim, puis c'est peut-être un petit peu trop. Alors que l'enfant, lui, son plus fin va probablement être plus je reste un peu sur mon appétit. Fait que lui, il aurait cette place-là pour le dessert ou les fruits, OK? Fait que si c'est pas une habitude pour vous à la maison de servir un dessert, comme par exemple des galettes ou des puddings ou des choses comme sucrées, puis que vous voulez pas prendre cette habitude-là, c'est correct, mais ça serait pas mauvais de dire, ben les fruits, c'est un complément au repas, puis ils peuvent même servir en même temps, OK? Fait que ça pourrait être bien, puis ça aide des fois, justement, puis qui a mangé un petit peu de riz, deux petits morceaux de poulet, un peu de crudité, ben s'il mange un demi-pamplemousse, ben le repas commence à être un petit peu plus complet. Aussi, OK, c'est que le dessert, et quand on l'intègre d'une façon comme de quoi que c'est pas une récompense et qu'il n'y a pas à être gagné, c'est l'occasion parfaite d'aider l'enfant à normaliser les aliments, OK? Donc, la plupart du temps, en dessert, on complète avec un fruit. Mais, des fois, maman a fait des brownies, puis elle me le sert à la fin du repas, puis c'est pas spécial, c'est juste ordinaire. Fait que ça l'aide à neutraliser un petit peu la notion de justement un aliment qui est plus sucré, qui arrive pas trop souvent et tout ça. Même là on n'a pas vraiment de... Mais tu sais, comme mettons, à l'Halloween, il va y avoir des bonbons. Ben les bonbons, si on les sert en dessert de façon tout à fait normale, ça va être une bonne façon de l'intégrer comme si c'était pas interdit. Parce que, tu sais, quand il n'y en a jamais de dessert, même si nous, on dit pas « Ah non, les desserts, c'est interdit chez nous », si il n'y en a jamais, ben c'est comme interdit chez vous, OK? Fait que c'est pour ça là, que c'est pas nécessairement mauvais pour continuer à avoir un bon comportement. Tu sais, comme moi, là, j'ai une amie, je pense pas qu'elle écoute mes lives, de toute façon, je la nommerai pas, qui est très, très éduquée au niveau de l'alimentation intuitive. Puis elle, bon, sa mère, elle mangeait pas de dessert parce que, tu sais, les desserts, c'est engraissant. Puis elle avait vraiment l'idée que les mères, ça mangeait pas. Fait qu'elle a été surprise à un moment donné d'aller chez une de ses amies puis de dire, voyons, la mère, là, elle mange du dessert. Vous comprenez? Fait que les parents, ça reste quand même l'exemple pour les enfants, OK? Donc, ce qu'on dit pas nécessairement, mais ce qu'on fait, c'est comme ça qu'ils apprennent. Fait que c'est correct si vous servez pas de dessert puis tout ça, mais d'en servir et tout ça, puis de le faire de façon neutre, ça peut aider à éviter l'impression que c'est interdit. C'est la même chose pour les chips, OK? Donc voilà, c'était bien intéressant cette conversation-là. Fait que si c'est des sujets qui vous intéressent, ça va être dans mon cours sur l'alimentation des enfants qui va être ouvert en octobre. Le prochain cours qui va être ouvert, ça va être planification des repas. J'avais une question au niveau des recettes à faire à l'avance pour les congelés, mais mon Dieu, j'ai tellement pas d'idées parce que, comme je disais la semaine passée, les lunchs cette année vont probablement être tous froids. Fait que je peux pas vous dire congez-vous des petits plats de lasagne puis tout ça parce que je pourrais pas vraiment les faire réchauffer. Peut-être des mijotés que vous allez pouvoir dégeler en début de semaine puis ça va être ça qui va être dans le thermos. Ou sinon, des burritos déjeuner qu'on congèle comme ça puis qu'on fait. Ça pourrait être une bonne idée. Mais sinon, j'avais pas vraiment d'idées pour ça. Fait que voilà, fait que bon, j'ai parlé full longtemps encore. Bon, c'est pas grave. Fait que merci d'avoir été là. Puis écoutez, oubliez pas d'aimer ma vidéo, de la partager, de faire des cœurs pour que tout le monde la voie. Puis
on va... Oui, Sandra, tu as toujours accès aux cours. Quand on a acheté une fois un de mes cours, on y a accès, puis on a accès aux révisions aussi qui viennent avec le temps. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis je vous souhaite une belle rentrée. Je sais qu'il y en a plusieurs que c'est déjà la rentrée. Moi, c'est juste lundi. Puis, hey, je suis contente. Fait que, bye, à la prochaine!